C'est parti, bonjour à tous. Bonjour Rafik. Bonjour Armand. Je vois que les connexions se font. On a 30 participants, 31 maintenant. Je vais laisser un peu de temps pour que tout le monde se connecte avant de commencer. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal, bonjour Eric, bonjour Fatia. Bonjour Nathalie. Et bonjour Lauriane. Très bien, je vois de plus en plus de personnes qui se connectent. Bonjour Vincent, Aurélien et Youssef. Encore une petite minute avant qu'on commence. Bonjour Modoukpé, Rose Angèle. On a maintenant 40. Bonjour Patrice et bonjour Léanor. Je pense qu'on va pouvoir commencer la session. Bonjour Aurore. Donc, comme le nom l'indique, aujourd'hui nous sommes dans un webinaire pour thématique le lancement de projet, de l'idée à l'action, les étapes critiques pour un lancement de projet sans faille. Donc, on va passer un peu de temps ensemble pour discuter de comment faire en sorte que le lancement de projet permette vraiment de rendre le projet efficace pendant tout son processus. Et donc, je suis Rafik Youssouf, je suis consultant chez Klaxoon. Mon rôle en tant que consultant, c'est d'aider les clients, les utilisateurs dans la réussite de leurs objectifs métiers en utilisant vraiment Klaxoon comme un levier. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui d'Armand. Armand, je vais te laisser te présenter. Bonjour Rafik, moi c'est Armand Fancam, je suis Senior Project Manager dans une entreprise de la place. Et en même temps, j'ai la chance et le privilège d'être directeur de sponsorship et partenariat pour le PMI France. Et justement, c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui en tant que représentant PMI dans le cadre du partenariat entre Klaxoon et le PMI France. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous et d'échanger ce sujet qui, moi, me passionne depuis plusieurs années. Donc, merci. Merci encore Armand et merci à tous d'être si nombreux puisqu'on est 46 maintenant. Pour commencer, j'avais envie de partager des informations. Avant de commencer complètement, juste une chose pour vous dire, je vois que vous avez utilisé le chat et qu'il fonctionne bien. N'hésitez pas, pendant notre présentation, à poser vos questions et je tâcherai d'y répondre ou alors de donner la main à Armand pour qu'il puisse le faire. Pour commencer, comme je le disais, je voulais qu'on se penche sur des données liées à ce que les gens pensent de la réunion d'entreprise. Je pense à ça puisque le lancement de projet, ça reste une réunion. Elle est forcément pas comme les autres, mais ça reste une réunion. Donc, il est important de réussir pour que le projet fonctionne bien. Et ces données, les voilà, vous les avez sur l'écran, qui sont un peu alarmants, on pourrait dire. La première donnée, c'est que 71% des managers et 92% des employés au sens large estiment que les réunions d'entreprise sont inefficaces. Ce serait Mhm. catastrophique qu'un lancement de projet soit inefficace, et donc c'est un point sur lequel il faut qu'on se penche. Et par ailleurs, 62% des réunions sont improvisées et non préparées en amont. Là encore, j'imagine que pour un lancement de projet, s'il n'est pas bien préparé, ça peut mener à la catastrophe. Armand, qu'est-ce que tu penses de ces données? Est-ce que tu as été confronté, j'imagine que oui, dans tes organisations, dans les personnes que tu accompagnes, à des Mhm. réunions mal préparées, improvisées, ou des personnes qui trouvent que les réunions sont inefficaces? Déjà, je vais commencer par dire que dans l'environnement de la gestion de projet, c'est très récemment qu'on a intégré, du moins dans le PMI, qu'on a intégré les réunions comme un outil de travail. Parce que globalement, c'était plutôt considéré comme une perte de temps, parce que les réunions, ça réunit beaucoup de personnes, ça engage beaucoup d'heures. Et justement, avec cette tendance-là, les réunions aujourd'hui, du moins, je parle aussi de mon expérience personnelle, sont souvent très improvisées et sont souvent liées au vécu et aux urgences quotidiennes qui permettent de pouvoir gérer des problèmes. Donc le chiffre, effectivement, moi, me parle beaucoup, notamment aussi sur l'inefficacité. Une réunion qui prend du temps, une réunion où il y a beaucoup de personnes, une réunion où il n'y a pas d'ordre du jour, ou une réunion où il n'y a pas de compte rendu. C'est des éléments qui sont mis en avant et qui permettent justement d'étayer ces chiffres-là. Voilà. En plus, par rapport à mon vécu personnel. Et par rapport à ce vécu, il me semble que tu as identifié une durée, un temps de travail qu'il faut allouer à la phase de lancement de projet pour que la Mm. réunion
lancement soit efficace? Ouais, effectivement, dans le process global de gestion de projet, de cycle en V ou en mode agile, le lancement de projet est une étape qui est cruciale et qui est importante. Et je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que c'est pas lancer un projet, initier un projet, c'est pas quelque chose qu'on fait autour d'une table ou quelque chose qu'on fait de manière rapide. C'est une étape qui prend du temps et qui conditionne la suite et surtout la réussite du projet. Dans ce cycle global du projet, moi j'estime, avec quelques recherches aussi, qu'il faut passer en général entre 5 et maximum 10% du temps alloué au projet pour préparer le projet. Et on verra dans la suite justement les différents livrables, les différents éléments importants qu'il faudrait mettre en place pour garantir le succès de la phase d'initialisation du projet. Un temps qui est finalement pas négligeable, hein, parce que si on imagine un projet d'un an, ça veut dire passer quand même un certain nombre de semaines pour préparer le lancement de projet. Bien sûr, En... et après, ça dépend aussi de la taille du projet, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend du type de ressources qui sont allouées au projet. C'est des ressources clés, des ressources à anticiper. Mais grosso modo, le point important de la slide, c'est vraiment mettre en avant l'importance du temps à consacrer cette phase qui est critique. Absolument. En préparation de ces webinaires, Armand et moi, ainsi que des membres de l'équipe Klaxoon, que je remercie aujourd'hui, on a pu discuter des raisons pour lesquelles on était d'accord pour dire que le kick-off projet, c'était un moment vraiment crucial. Et donc, on a identifié dans ce travail plusieurs bénéfices pour le projet qui sont liés directement à la bonne préparation du lancement. On a compté notamment l'alignement des parties prenantes, la clarté des objectifs, par exemple. Armand, est-ce que tu pourrais expliciter en quoi le lancement de projet peut contribuer justement à cela, à l'alignement des parties prenantes? Donc l'alignement des parties prenantes, c'est quelque chose qui est vraiment important. À la base d'un projet, on a une idée, on a un besoin, on a un sujet sur des besoins qui est défini par les parties prenantes. Et il est important dès le départ de l'empowerment, de les engager à travers, premièrement, la vision qui doit être partagée. Toutes les parties prenantes du projet, de l'écosystème, que ce soit interne, externe et global, on doit s'assurer que la compréhension est la même et surtout l'adhésion est la même au niveau des parties prenantes. Le deuxième élément qui est important, c'est clarifier les rôles. Lorsqu'on démarre un projet, lorsqu'on veut aller vers l'avant, il faut clarifier les différents rôles et les responsabilités de chaque personne pour éviter justement une incompréhension qui peut créer des conflits dans l'équipe. Et après, il faut définir ce qu'on appellera après les priorités et surtout les indicateurs qui vont définir le succès du projet par la suite. Très bien, merci. Est-ce que tu peux répondre à la question aussi au sujet de la clarté des objectifs? Mais c'est étroitement lié avec la gestion des parties prenantes. Mais lorsque les objectifs ne sont pas clairement définis, euh, le lancement ne peut pas être efficace parce qu'on ne saura pas ce qu'on attend réellement de nous et le rendu ne sera pas de bonne qualité. Donc, il est important de bien définir les objectifs et ensuite les décliner aux différentes personnes qui sont engagées dans le projet. Il y a plusieurs méthodes en fait qui existent pour justement clarifier les différents objectifs qui sont liés à un projet. On a parlé pendant la préparation de la méthode SMART qui permet de pouvoir être justement de pouvoir être appliqué et d'être guidé justement pendant cette étape-là. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler un peu tout à l'heure, puisque après avoir discuté de ces bénéfices, on verra concrètement quels sont les piliers de la réussite du lancement de projet. En ce qui me concerne, j'avais envie de mettre l'accent sur la gestion des ressources. Donc, le lancement de projet, ça va être un bon moyen, le moment idéal même pour vraiment évoquer cette question de gestion des ressources avec le reste de l'équipe. Les ressources peuvent être humaines, mais aussi financières, bien sûr. Et c'est important de discuter de ce budget qu'on va allouer, mais aussi du temps que chaque participant dédiera au projet dès le lancement pour pouvoir ensuite anticiper les manques, identifier les besoins et pendant le projet, pallier les absences, éviter donc les blocages et les goulots d'étranglement. C'est quelque chose qu'on oublie de faire souvent, parfois peut-être devrais-je dire, c'est de prendre en compte les disponibilités de chacun et on a l'habitude en France d'avoir tous les projets qui s'arrêtent au mois de mai parce qu'on ne prend pas le temps forcément en amont lors de la préparation et du lancement du projet d'évaluer
les présences tout au long du projet, différents acteurs. C'est quelque chose qui va être très, très important. Maintenant qu'on a évoqué ces différents bénéfices, Armand, je propose qu'on commence à donner aux auditeurs la recette, l'une des recettes, pour conduire le lancement de projets au mieux. Et pour ça, on a identifié 4 piliers qu'il faut garder en tête. Est-ce que tu peux nous les présenter? On passera ensuite en détail sur chacun d'entre eux, bien sûr. Bien sûr, Rafik. Déjà, il n'y a pas de recette, Rafik. C'est une approche qu'on présente et qui est issue de Rex, d'échanges entre experts sur le sujet. Donc, on a identifié effectivement 4 piliers qui permettent de pouvoir garantir un lancement de projet réussi. Le premier élément, le premier pilier, c'est la clarification des objectifs et des livrables. Pour moi, c'est vraiment le premier fondement. Lorsqu'on démarre un projet, il faut clarifier qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on attend du projet. Et avec cette clarification de l'objectif qui est défini, on pourra décliner de manière plus précise les livrables qui permettront de pouvoir atteindre les objectifs que tu as définis au départ. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième pilier, c'est l'engagement des parties prenantes et qui rentre justement dans le quotidien d'un chef de projet à travers les soft skills, dans la gestion des conflits, la gestion du relationnel, la compréhension des parties prenantes. Ça permet également d'impliquer les acteurs, tous les acteurs, les petits, les grands, les stakeholders, au départ du projet et de pouvoir garantir une adhésion par la suite parce que on verra après dans des outils comme le Stakeholder Management Matrix, une partie prenante qui peut avoir un pouvoir faible mais un pouvoir faible mais un impact important peut être mis à l'écart, mais à la fin on se rend compte qu'il a comme il n'a pas été pris en compte au départ, en fait il a été un risque potentiel pour le projet qui a impacté à la fin la définition du scope of work du projet. Donc, il est important de bien comprendre les parties prenantes, bien comprendre qu'est-ce qu'elles attendent de nous, les synthétiser et pouvoir créer l'adhésion autour de l'objectif qui était défini au départ. Le troisième élément, c'est la planification efficace des ressources. On pourra prendre un exemple plus tard, mais il est important de pouvoir identifier les ressources clés, identifier quand on aura besoin des ressources clés, pouvoir définir une optimisation de l'utilisation des ressources tout au long du projet, qu'elles soient humaines, financières et matérielles. Et enfin, il y a la participation à l'engagement. L'engagement qui rejoint le pilier numéro 2, qui est l'engagement des parties prenantes. Créer de manière efficace un engagement autour des parties prenantes qui sont souvent pas situées dans la même zone géographique, qui peuvent être à d'autres endroits. Donc avec des outils intéressants qu'on a aujourd'hui, ça permet de pouvoir créer un engagement qui peut être assez réaliste malgré la non-présence sur les sites. Voilà. Grosso modo, voilà ce que je peux dire sur les 4 piliers qu'on a définis ensemble qui permettent justement de pouvoir garantir un lancement de succès réussi. Merci beaucoup, Armand. Regardons donc en détail ces différents piliers. On va commencer avec le premier, clarification des objectifs et des livrables. Et là, pour rejoindre ce que tu as dit, ce qui est vraiment important dans le cadre du projet, mais aussi donc du lancement de projet, c'est d'avoir des objectifs et des livrables clairs. Et donc, il faut travailler en amont à la définition des objectifs en utilisant la méthode SMART, une méthode que vous connaissez certainement, c'est-à-dire avoir des objectifs qui vont être simples, mesurables, atteignables, ambitieux. Certains disent ambitieux, certains disent atteignables quand il s'agit du SMART, mais qui restent réalistes et surtout calés dans le temps. Que ces objectifs soient bien planifiés en amont du projet, pour pouvoir ensuite les présenter sans ambiguïté lors du kick-off. Si possible, si on a la main sur la nature des objectifs, bien sûr, pendant le lancement, il va être utile de recueillir les avis des différents membres de l'équipe pour pouvoir les ajuster ou les préciser si nécessaire. Mais dans tous les cas, qu'on soit à l'origine ou non de la définition des objectifs, il va vraiment être indispensable pendant le lancement de projet de savoir précisément pourquoi on fait les choses. C'est aussi important de savoir pourquoi et d'avoir le contexte qui entoure le projet et les objectifs que de savoir comment et quand on va faire les choses, parce que ça va vraiment être un levier d'engagement de savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est pour ça que l'engagement est un levier. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le fait de prendre un moment pour clarifier les objectifs et en discuter avec l'équipe dans le cadre d'un lancement de projet, ça prend du temps, mais ça va être indispensable à la réussite du projet. Donc, le lancement de projet ne peut pas se cantonner simplement à une répartition des tâches. Ça pourrait, encore une fois, nuire à l'engagement des équipes. Et donc, il faut
prendre le temps dans la réunion de lancement de projet de discuter de ces objectifs, de les partager, de s'assurer qu'ils sont clairs. C'est le cas aussi pour les livrables. Vous pouvez donc pour ça caler une période dans le lancement de projet et pourquoi pas, si besoin, utiliser un minuteur par exemple. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'engagement, engager les parties prenantes. Mais avant de passer à ça, une petite question pour toi, Armand, au sujet des objectifs. À ton avis, de par ton ressenti et ton historique, comment est-ce qu'on fait pour établir des objectifs clairs quand on a parmi les parties prenantes des personnes qui ont des priorités ou des sous-objectifs différents? Ça, c'est une très très bonne question et qui rentre un peu dans le quotidien de la gestion de projet. J'ai envie de dire, il est important de pouvoir définir, comprendre le besoin. Comprendre le besoin. Il faut qu'on définisse clairement c'est quoi le besoin qui permet de résoudre le problème qui est posé. Et lorsque le besoin il est clairement défini, on aura toujours des parties prenantes qui auront des avis divergents. Ça, c'est du quotidien et c'est un peu notre rôle de pouvoir faire un peu de lobbying ou faire un peu de la gestion des parties prenantes pour convaincre les parties prenantes qui sont divergentes de revenir en fait dans l'autre sens pour revenir, récupérer, on va dire, l'effet de groupe. Mais l'élément fondamental, en fait, pour répondre à la question, c'est quoi le besoin? Et autour du besoin, valider avec les parties prenantes quelles sont les différentes informations, les différentes données qui vont dans le sens de pouvoir satisfaire le besoin qui est défini au départ. Très bien. Mais c'est vraiment un travail quotidien parce que, comme je dis, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Dans un projet, on définit un projet, on a deux, trois parties prenantes qui sont pas d'accord sur un élément. Et c'est à nous justement d'essayer de convaincre la partie prenante. Voilà, écoute, par rapport à ce point, je pense il est plutôt intéressant de faire différemment. Pas de différentes méthodes, ça peut être des méthodes de discussion face-to-face, ça peut être des méthodes pour convaincre la personne avec des arguments techniques, des arguments financiers. Mais il est important de chercher en première approche de convaincre la partie prenante, voilà, du bon fondé, du fait de changer d'idée. Très bien. Et après, lorsque c'est pas Merci. possible, c'est la question qui va arriver forcément. Lorsque c'est pas possible de convaincre la personne, ben en fait il faut faire des choix, et il faut faire des choix, mais surtout il faut archiver le pourquoi. C'est important parce que lorsqu'aujourd'hui on se rend compte que une partie prenante a émis un avis qui n'est pas accepté, ben, ça ne rentre pas dans la roadmap du projet ou dans la compréhension, la résolution du besoin. Il faut archiver le pourquoi parce que demain le problème peut revenir, la question pourra revenir, et c'est toujours le cas, malheureusement. Et on doit être capable de dire à la partie prenante qu'il y a tel nombre de semaines, il y a tel nombre de mois, tu n'as posé une question sur tel point, et on t'a répondu à ce moment que ce point n'était pas possible pour X ou Y raison. Sinon, on va recommencer des réunions qui ne serviront à rien, on va revenir sur des sujets dont on a parlé il y a 3, 4 mois, et c'est pas productif. Très bien. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à ta question, Rafik. Ouais, complètement. Merci. Il y Mm. a une question qui était apparue dans le chat. Je ne sais pas si c'était une réponse précise de la part d'Olivia qui était comment est-ce qu'on peut différencier, dans le cadre de la gestion de projet plus largement, je pense, au-delà du lancement de projet, ce Mm. qui est de l'ordre du besoin, de ce qui va être une demande, donc qui va être émise par une seule partie prenante a priori. Pour moi, le besoin, c'est lié à la résolution de la problématique qui est posée. On a un besoin. Je prends un exemple. On a besoin de construire un bâtiment. Ça, c'est le besoin. Maintenant, dans ce besoin-là, on peut avoir des demandes. J'ai besoin je sais pas, de 4 bureaux. J'ai besoin la demande peut être 4 bureaux. Ça peut être, je sais pas, trois toilettes, j'en sais rien. Et cette demande viennent justement des parties prenantes qui sont intégrées dans l'équipe projet. Pourtant, le besoin à la base est défini par du corporate ou bien par un coach qui dit bon, voici le besoin qu'on veut, voici le besoin qui permet de résoudre une problématique qu'on a aujourd'hui. Et lorsqu'on monte justement l'équipe projet avec les parties prenantes, chacun émet une demande. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça, je veux ça. Et c'est à nous justement de circonscrire toutes ces demandes-là. On verra l'un des outils, l'un des livrables dans la suite pour les faire converger vers le besoin qui était défini au départ. C'est pas évident, c'est un travail de
voilà, c'est un travail quotidien d'un chef de projet, mais on doit justement être capable de comprendre chaque besoin, de les challenger aussi, justement parce que bon, le besoin peut ne pas aller en adéquation avec la demande, pardon, peut ne pas aller en adéquation avec le besoin. On doit challenger et aussi on doit être capable d'essayer de convaincre justement la partie prenante par rapport à sa demande. Et lorsqu'on ne peut pas, ben, voilà, on fait un choix et on répond négativement. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère qu'elle vous a plu, Olivia. Ouais. Qu'elle a dit merci. On va passer au deuxième pilier. Le deuxième pilier, donc, c'était engager les parties prenantes. Et pour ça, il y a plusieurs réflexes à avoir, à mon sens. Le premier, ça va être de vraiment réaliser une cartographie exhaustive des différentes parties prenantes. Donc, c'est-à-dire des personnes qui auront à contribuer ou à être informées dans le cadre du projet. C'est important de faire cette cartographie parce que sans ça, on peut oublier des personnes qui vont être clés à un moment donné du projet. Et idéalement, il faut Ouais. que ces personnes participent au lancement pour intégrer pleinement leur rôle, leurs responsabilités et les attendus qu'il y aura vis-à-vis d'elles dans le cadre du Ouais. projet. Le deuxième réflexe à avoir, c'est d'utiliser les bons outils de collaboration et de gestion de projet. Selon moi, Klaxoon est un très bon outil pour ça. Et en fait, il faut que, quoi qu'il arrive, cet outil permette de retrouver facilement tout le contenu qui va être lié au projet, donc les documents, les différents objectifs et les livrables. Il faut qu'il permette de solliciter les acteurs participants du projet quand c'est nécessaire. Il faut que ça reste simple, mais interactif, et pas qu'on se noie dans l'information, forcément. Et aussi, il faut que cet outil il permette à chacune des parties prenantes d'informer le reste du groupe de l'avancement sur sa partie du projet. Et il faut que ça puisse se faire, bien sûr, en asynchrone, pour que quand quelqu'un se connecte ou accède à l'outil, il ait accès à l'information. Et donc, cet outil, cet espace de collaboration, il devra être présenté forcément pendant le lancement de projet pour mettre les bonnes bases et éviter que l'information soit diffusée par les mauvais canaux et que donc il y ait des trous dans la raquette. Le dernier point, le dernier réflexe à avoir et donc dernier élément à présenter dans le cadre de cette réunion pour engager les participants et les parties prenantes, ça va être d'instaurer les bons rituels d'équipe. Et ça va être en termes de durée, bien sûr, mais aussi de fréquence et d'objectifs. Ouais. Et il faut donc, bien sûr, préciser tout ça pendant le lancement pour instaurer la bonne comitologie, comme certains l'appellent. Et bien sûr, dans le cadre du projet, il faut penser à rester flexible parce qu'il n'y a rien de pire que des réunions où on sait qu'elles ne sont pas utiles, mais qui sont maintenues et qui ont lieu très régulièrement. Armand, je te propose de présenter le troisième pilier. C'est un pilier qui était autour de la planification de projet. Je sais que Ouais. PMI a des chiffres sur le sujet. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la planification des ressources, ça c'est une source PMI, vous pouvez la vérifier. 82% des projets échouent à cause d'une mauvaise planification des ressources. Du moins, je pense que toutes les personnes qui sont dans l'environnement de la gestion de projet, que ce soit des projets professionnels et personnels, peuvent, à un moment donné, ont été confrontés à ce chiffre qui montre vraiment l'importance de pouvoir planifier de manière efficace un projet. Maintenant, pour le planifier efficacement, on a défini 4 étapes voilà, qui sont issues du PMBOK ou bien de la gestion de la méthode PMI. La première étape, c'est l'identification des ressources clés. Ressources ou ressources clés. On peut englober ressources clés qui permettent justement de définir le temps, le budget et les compétences. Je prends un exemple très simple dans des projets industriels. On est en phase de démarrage. On identifie une phase de démarrage d'un projet. On a un équipement qui est important. On a besoin d'une ressource qualifiée venant d'un fournisseur qui va nous aider à démarrer l'équipement. Et généralement, pour ce type d'équipement, les démarreurs, comme on les appelle, sont bookés 2 ans à l'avance parce qu'ils ont un calendrier qui est chargé. Et imaginons qu'on a un projet qui va démarrer dans 6 mois et que le démarrage est prévu dans 8 mois. On ne pourra pas avoir la ressource parce qu'on n'a pas anticipé justement sur la mobilisation de la ressource qui doit être bookée, comme je l'ai dit auparavant, 2 ans avant le démarrage du projet. Donc, c'est des étapes très importantes. Il faut bien identifier ces ressources-là parce que si elles ne sont pas présentes au bon moment dans le planning, en fait, c'est le chemin critique qui est impacté et c'est comme ça que le planning va glisser. Donc, premier élément, c'est d'identifier les ressources et surtout les ressources clés. Donc, dans l'industrie, on a des ressources clés comme des ressources qui sont justement liées au démarrage, des ressources qui sont liées à des packages
d'installation ou des ressources sont liées à des installations de logiciels, dépendant des types de métiers ou des types de projets sur lesquels on intervient. Le deuxième élément, c'est la centralisation des ressources. Donc, pouvoir centraliser les ressources avec des outils qui permettent de la gestion en temps réel des ressources, de pouvoir avoir le contrôle et pouvoir justement après gérer le plan de charge. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la priorisation des tâches et des projets. Donc, il faut pouvoir affecter les ressources de manière intéressante et efficace aux bons projets qui sont priorisés selon l'agenda du portfolio. Ça sert à rien de mettre une ressource, allouer une ressource à un projet qui n'est pas prioritaire. On m'a dit que c'est une perte de temps. Pourtant, on a besoin de pouvoir délivrer un projet en priorité. Et le quatrième élément, c'est essayer d'anticiper sur les imprévus. Voilà, on va parler dans la suite de l'aspect risque, qui nous aide justement à définir un peu les différents imprévus qui sont liés à des projets. Mais l'important de pouvoir identifier les imprévus et comment ça se manifeste de manière concrète dans un planning, c'est à travers les marches et c'est à travers les différents aléas qu'on mettra en plus sur les activités pour pouvoir gérer justement les différents imprévus qui peuvent survenir dans un projet. Merci beaucoup Armand. Je vais parler du quatrième pilier, le pilier qui était la communication et la collaboration. On a déjà parlé un peu de l'information dans le cadre du projet comme un élément clé qui est à traiter au sein du lancement de projet, mais avec la communication, on va avoir quelque chose de plus bilatéral, que ce soit en direct ou non d'ailleurs. Et une étude de Corn Ferry qui est intéressante sur le sujet parce qu'il dit que 40% des dirigeants pensent qu'un manque de confiance peut compromettre la productivité et la qualité des livrables de leur entreprise. Et le meilleur moyen de gagner en confiance et faire en sorte que les livrables restent en bonne qualité, ça va être de communiquer pour éviter les quiproquos entre les membres de l'équipe et savoir où chacun se situe, où chacun ou chacune pense concrètement de ce qui se passe. Donc, il est important d'apporter du soin à la communication, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les équipes projets sont de plus en plus dispersées, donc elles se voient moins. Il faut vraiment trouver les outils et les manières de communiquer. Et pendant le kick-off, pendant le lancement de projet, il faut bien prendre soin de parler des règles de la collaboration et de la communication entre les différents acteurs, en fixant des principes qui peuvent être simples et s'assurer que tout le monde est souscrit surtout pour éviter les à-coups et les faux pas pendant l'ensemble du projet. Tout à l'heure, Olivia a posé la question de savoir s'il y avait des outils à suggérer. Donc, on reviendra dessus aussi, bien sûr, mais pour moi, c'est facile de prêcher pour ma paroisse en parlant de Klaxoon, qui est un outil qui va permettre justement de communiquer, mais aussi de faire du suivi de projet. Voilà pour les 4 piliers. Je sais que, Armand, tu avais une espèce de liste de livrables importants à garder en tête pour un bon lancement de projet, un peu une checklist de livrables à pouvoir présenter. Je vais te laisser nous en parler. Merci Rafik. Donc ça c'est un peu ma participation personnelle aussi par rapport à ce webinaire. Mais comment rendre la chose concrète? On a beaucoup parlé de Je crois qu'on a perdu Armand, malheureusement. Ouais. Je vois que vous avez les commentaires, Youssef, Olivia. J'ai pensé être le seul. Mais non, il a malheureusement quitté la conversation, ou alors sa connexion a eu des soucis. Comme c'est sa slide et sa page, je propose qu'on attende un petit peu qu'il se reconnecte. Je pense qu'il n'y a pas tardé pour qu'il puisse finir de nous expliquer les différents livrables qui va être important d'avoir pour un bon lancement de projet. En attendant, peut-être, je vais passer à l'étape suivante, puisque comme Olivia, vous avez posé la question de l'outil, je vais parler de notre outil Klaxoon. Donc, concrètement, Klaxoon, c'est une plateforme que vous connaissez d'ailleurs peut-être si vous êtes là aujourd'hui, mais peut-être pas forcément sur cet angle-là, mais c'est une plateforme qui permet la collaboration visuelle
pour tous, tout le temps, partout, sur tous les sujets. Donc concrètement, quelle que soit la phase du projet ou les besoins, vous allez pouvoir trouver dans notre suite d'outils les activités qui vont vous permettre de travailler, que vous soyez tout seul ou en équipe, que vous soyez tous dans la même salle ou à distance, ou un peu des deux, ou alors qu'on soit en train de travailler tous en même temps ou en asynchrone. Donc grâce à Klaxoon, vous allez pouvoir faire de la communication, parce qu'on a des outils pour ça. Vous allez pouvoir informer et former les équipes sur les différents sujets grâce aux outils de partage de connaissances qu'on a, qui s'appellent Memo par exemple, ou alors l'aventure ou la mission. Vous allez pouvoir travailler en direct sur les différentes activités grâce au board, le tableau blanc de taille infinie dont on dispose, mais également animer vos réunions, dont le lancement de projet, grâce à l'outil Session qui permet vraiment d'avoir une information qui va être descendante, mais aussi des moments de temps interactifs de travail. Donc vraiment, Klaxoon, ça va être l'outil pour la collaboration visuelle qui va être très utile dans votre gestion de projet. Il me semble qu'Armand nous a rejoint à nouveau après ce petit problème technique. Donc Armand, je vais te redonner la parole sur la page. Merci Rafik. Donc au niveau des livrets dont je parlais, pour moi le premier élément c'est le project chat. Je dis souvent on peut pas commencer un projet sans un project chat. C'est vraiment l'élément fondateur en fait du démarrage d'un projet. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, un project chat c'est un document qui recense de manière préliminaire les objectifs du projet, les risques préliminaires, un planning prévisionnel, les ressources qui sont allouées et surtout il doit être signé par les parties, par les, par le commanditaire du projet qui peut être un codir, qui peut être un comex, bien qui peut être un responsable hiérarchique, mais l'important qui vous donne ce titus, qui donne cet élément qui permet de démarrer un projet. Ça, c'est le premier élément Project Chat. Le deuxième élément, c'est le stakeholder management. On a beaucoup parlé des ressources et justement le PMI met en avant un outil, un livrable qui est intéressant et qui permet justement de gérer les parties prenantes. Et comment est-ce qu'il peut se manifester de manière concrète? En fait, la gestion des parties prenantes peut démarrer par un simple registre. Dans un registre dans lequel on va recenser l'exhaustivité, je précise bien, l'exhaustivité des parties prenantes qu'on a sur un projet quelle que soit la taille de la partie prenante, ça peut être un collègue, ça peut être une partie prenante extérieure, mais il est important de les identifier, tous les identifier. Et après, dans ce document, on va définir en fait le niveau d'importance de la partie prenante et surtout l'impact que la partie prenante peut avoir sur le projet. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du livrable, mais bon, un peu de documentation sur le PMI ou dans le PM Book, vous avez l'ensemble du document. Le troisième élément, c'est le scope of work. Il faut que le scope of work, qui est en français le périmètre du projet, il doit être validé. Il doit être défini et après validé. Le quatrième élément, c'est le project management plan, qui est l'ensemble des management plans d'un projet. On a le risk management plan, HR management plan, le communication management plan et d'autres management plans qui sont définis. Ça également, il faut le préparer en début de projet. Le cinquième élément que je pourrais citer, c'est le risk register. Il est crucial. Il est important de bien définir la liste des risques du projet, définir les plans d'action qui sont liés aux différents risques. Le sixième élément, c'est le planning prévisionnel validé. Il doit être validé. C'est avec ça que vous pourrez challenger justement vos différentes parties prenantes et vos équipes projets. Et enfin, on a le RACI, qui est simplement là pour définir en fait les différents rôles et responsabilités entre les différentes parties prenantes qui interviennent sur le projet. Donc voilà, en gros, pour moi, les livrables qu'il faut définir, mettre en place pour un démarrage de projet. Et vous voyez très bien que si on veut réaliser ces éléments-là, il faut du temps. Et on revient à l'aspect de départ qu'on a présenté. 10% du temps de manière efficace permettent de pouvoir définir l'ensemble de ces livrables qui participent à la réussite d'un projet. Très bien. Merci beaucoup Armand. Il y avait une question d'Olivia qui n'a plus de son malheureusement, donc j'espère qu'elle va vite se reconnecter pour avoir la réponse. À propos de l'établissement d'un groupe de travail lorsque le projet commence, elle parle d'un projet au sein d'une même structure, non pas forcément inter-entreprise ou interstructure. Est-ce qu'il faut partir de personnes volontaires ou est-ce qu'il faut choisir des personnes basées sur leurs compétences? Je ne sais pas si tu as un avis précis là-dessus ou une préférence. Ça, c'est une bonne question parce que je pense qu'on le vit tous, hein. On n'a pas la latitude quand on est chef de projet de pouvoir choisir nos ressources. C'est du luxe, on va dire comme ça. Si on peut le faire, c'est très intéressant.
On choisit les meilleurs, bien sûr, sur d'équipe. Tout le monde apprendre les meilleurs. Mais généralement, on n'a pas cette latitude-là. On nous donne des ressources en fonction des plans de charge et tout. Et lorsqu'on a ces ressources-là, donc ça revient, c'est pas du volontariat, mais ça revient de l'affectation, il faut faire avec. Voilà. C'est toute une science, toute une méthodologie pour justement créer cet esprit d'équipe, cet empower autour de l'équipe, autour justement de l'objectif, des livrables, du résultat, qui est pleinement dans la responsabilité du chef de projet. Merci pour cette réponse. Une autre question de Kevin qui demandait par qui doit être validé le planning prévisionnel, par les faiseurs de chaque activité ou par l'équipe de direction directement, qui n'a pas forcément de lien avec ce qui se passe sur le terrain. C'est une excellente question parce que le planning, c'est généralement la définition et la conception du planning est faite en équipe projet. En tant que chef de projet, on ne peut pas le faire voilà, au coin d'une table. Il ne sera pas réaliste. Donc, on a besoin des insights de l'équipe projet qui ont justement cette connaissance du terrain, cette connaissance de l'expertise qui est liée aux différents sujets. Mais il est important qu'après ce travail d'intégration qui est fait avec l'équipe projet, que ce résultat doit être validé par, ça peut être la direction, c'est la direction qui est le commanditaire. Ils soient aussi accountable du résultat. En donnant leur accord sur la validation du planning, on est capable de pouvoir aller derrière justement travailler pour l'atteinte du planning, l'atteinte des recettes du planning. Après, la question derrière qui peut être posée, c'est est-ce que est-ce que si le travail qui est fait de manière préliminaire avec l'équipe projet n'est pas validé par la direction, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est là aussi on rentre dans un processus de négociation, un processus de conviction qui font partie aussi des compétences, des soft skills du chef de projet pour montrer pour expliquer justement aux parties prenantes, aux responsables que voilà, pour pouvoir mener à bien ce projet, il nous faut un certain temps. C'est beaucoup de théorique, mais voilà, c'est un travail qui est important à faire. Et après, je ne garantis pas qu'on ait toujours raison, qu'on réussit à convaincre, mais c'est la démarche à suivre en fait pour justement permettre de pouvoir présenter un tableau réaliste voilà, aux décideurs qui nous donnent les clés du projet. Merci pour cette réponse. Pendant que tu as traversé une période de turbulence, j'avais eu l'occasion de parler de Klaxoon de mon côté, et de en quoi Klaxoon pouvait être utile pour la collaboration visuelle dans le cadre d'un projet. Du coup, je vais te laisser la parole pour parler un peu de ce que tu fais avec le PMI et des prochaines échéances à venir, si ça te va. Bien sûr, donc comme je l'ai dit tantôt au démarrage de la session, donc je suis membre du PMI France. Nous sommes tous des volontaires, nous sommes tous des bénévoles au sein du PMI France. Et j'ai la chance d'être responsable d'une équipe au sein du PMI France qui est en charge du partenariat de la stratégie nationale du PMI France. Donc globalement, de manière simple en fait, mon rôle c'est de chercher des partenaires qui rentreront dans l'écosystème du PMI France. Donc on a pas mal d'événements qu'on organise dans la France entière. On a plusieurs branches qui sont en Île-de-France, dans presque toutes les grandes villes au jour de la France, à Lyon, à Grenoble, à Toulouse. On a des branches qui existent. Donc, s'il y a des personnes qui sont autour de ces villes et qui souhaitent participer à un écosystème de la gestion de projet, fait partie d'initiatives qu'on met en place comme des initiatives autour de ratio, autour du mentorat, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on est, on vous accueillera comme il faut. Mais là, je voulais mettre un accent sur une initiative sur laquelle on investit quand même beaucoup de temps au sein du PMI, qui est l'initiative phare de notre association, c'est la rencontre du PMI. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a lancé ce nouveau format en fait de rencontre qu'on organise dans chaque ville. L'année passée, on était à Montpellier et cette année, on sera à Antibes, Juan-les-Pins pour 2025. Donc, grosso modo, c'est quoi les rencontres du PMI? C'est l'événement phare de la gestion de projet en France, qui réunira 500 personnes en présentiel et 200 personnes en distanciel sur des thèmes variés. Et le thème de l'année qui a été choisi, c'est mettons en musique les projets. Donc, on aura des key speakers de renom comme Valérie Marie, comme Alain Bernard, qui est très connu, et comme Michel Podelac. On aura une invitée surprise, voilà, que je peux pas dévoiler, mais qui est très liée à l'actualité qu'on a vécue pendant l'été. Je pense que j'ai même trop dit. Voilà. Donc, les rencontres de PMI auront lieu le 3 et le 4 avril 2025.
La billetterie a été ouverte en décembre. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent participer, n'hésitez pas à vous inscrire. La cible, elle s'est variée. On a des jeunes chefs de projet, on a des chefs de projet expérimentés, on a des directeurs d'entreprise, on a des CEO. Mais on a aussi nos partenaires qui sont présents et qui viendront et qui auront des stands lors des rencontres et qui permettront justement aux personnes présentes d'échanger avec eux ces problématiques d'emploi, des problématiques de gestion de projet, des problématiques de création de produits et plein d'autres surprises. Donc voilà. N'hésitez pas à visiter le site des rencontres du PMI si vous souhaitez en savoir plus. La réponse, c'est les collectivités. Oui, l'année passée, dans les 3 dernières éditions, on avait des représentants des collectivités qui étaient présentes. Donc, c'est un événement qui est vraiment ancré dans la ville. Donc, on essaie de le faire. On, on intègre la collectivité pour une réflexion et généralement, on a des représentants qui participent à l'événement. Très bien. Merci beaucoup, Armand, pour cette réponse et pour cette présentation. Je propose qu'on passe rapidement à une phase de questions-réponses. Il y avait une question qu'on n'avait pas traitée, celle d'Olivia, qui était qui peut être chef de projet. Souvent, le mot chef, il peut bloquer, donc on se sent pas forcément légitime, ou alors on ne donne pas ce rôle-là. Elle dit, Olivia, qu'on parle plus de référent projet dans son organisation, ou de responsable projet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Armand? J'ai pas de réponse définie par rapport à ça. Ça dépend vraiment des organisations. C'est aussi un problème de traduction anglais-français parce en français on dit project manager et le mot manager en fait il a plus de points en anglais qu'en français. Donc la traduction simple français-anglais on dira chef de projet. Mais effectivement il y a certaines organisations où il parle plutôt de responsable projet ou référent projet. Donc ça dépend vraiment des organisations, mais il n'y a pas de pour l'aspect titre, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de formularité. Maintenant, qui peut être chef de projet? J'ai envie de dire, il faut avoir des compétences bien sûr pour pouvoir le faire. Il faut avoir des compétences en soft skills. Il faut avoir des compétences aussi en hard skills, en dépendant des métiers. Il y a des projets qui sont très spécifiques aussi. Donc voilà, ça dépend vraiment du profil de la personne. Et bien sûr, si on n'a pas ces compétences de base, il existe des formations pour compléter le background, mais aussi des certifications comme le PMP, qui est une certification, la certification star du PMI, avec plus de d'1 500 000 personnes certifiées dans le monde, qui permet justement de donner ces compétences-là pour pouvoir gérer un projet. Merci C'est pas si ma beaucoup. réponse est claire pour Olivier, mais bon. Elle a dit merci. Merci, Olivia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va pouvoir continuer à y répondre avant la fin. Et en tout cas, on vous remercie pour votre participation aujourd'hui. On vous a mis 2 QR codes ici. Je vais parler de celui de Klaxoon, puis Armand, je te laisserai parler de celui du tien, concrètement. Côté Klaxoon, on vous a mis un lien vers une présentation, un carrousel qui parle de méthodes imparables pour transformer votre prochain kick-off sur la base de ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec des éléments supplémentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à flasher ces QR codes sans aucune connexion. Vous aurez accès à ce contenu qui va vous aider forcément pour la suite. Et Armand, donc, je te laisse expliquer où mènera ton QR code. Ben, tout simplement, voilà, je pense que le temps imparti n'est pas suffisant pour échanger sur sur des sujets intéressants. Donc, si vous souhaitez continuer la discussion, dont j'ai mis à l'écran le QR code pour me contacter sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer une demande de contact. Je ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions sur la gestion de projet, sur le PMI France et bien d'autres. Et le deuxième point, c'est comme c'est un partenariat qui est en relation avec le PMI et le PMI France, on a créé un code PDO qui permet aux personnes qui sont certifiées, qui ont une certification de PMI, que ce soit le PMP et plein d'autres, de pouvoir avoir un code PDO. Donc n'hésitez pas à récupérer ce code et de faire valoir vos PDO lors du renouvellement de votre certification. Voilà, je sais que les PDO sont très importants pour être certifiés, donc n'hésitez pas justement à le récupérer et à le faire valoir.
Merci beaucoup Armand, merci à toutes et à tous. Je vois que les messages sont nombreux. Ravi que ce webinaire vous ait plu et à bientôt pour de prochaines aventures avec l'Axoon et avec le PMI. Merci, bonne continuation. Merci Rafik, merci à tous. Au revoir.